20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite les titres de cette édition. 3e jour de procès pour Karim Wade et toujours des guéguerres entre avocats de la partie civile et de la défense. La défense de Karim Wade attaquée justement par le bâtonnier de l'ordre des avocats qui lui reproche plusieurs manquements dans sa démarche. L'arrivée de la pluie sur Dakar, pas avant la deuxième décade du mois d'août. Parole de météorologue. Aïda Nyong est responsable à la direction météo de l'ANACIM. Ses explications dans ce journal. Et puis, la démission du conseiller Malick Ndiaye fait couler beaucoup d'encre et pose le débat de relations pas toujours au beau fixe entre le chef de l'État et certains de ses collaborateurs. Mais pour certains observateurs, il n'y a pas péril en la demeure. C'est le cas de Valdiodio Ndiaye de la société civile qui affirme que Malick Ndiaye a mérité son limogeage. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. 3e jour du procès de Karim Wade. Les débats portent toujours sur l'exception d'incompétence de la CREI. C'était aujourd'hui au tour des avocats de la partie civile de plaider. Ils persistent et signent que la CREI est bel et bien compétente à juger Karim Wade. Un compte rendu d'audience que vous pourrez suivre avant la fin de ce journal. Et cette fois-ci, nous nous intéressons aux avocats de Karim Wade, des avocats menacés de sanctions par le bâtonnier de l'ordre des avocats qui leur reproche plusieurs manquements dans leur démarche. Et parmi ces manquements, Sarah, dérapage, propos discourtois, violation de règles professionnelles, organisation de points de presse sans l'aval des autorités, autant de reproches soulevés par Maître Ahmed Ba et retranscrits dans un communiqué parcouru par notre journaliste Modi Gueye. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du Sénégal a élevé la voix pour rappeler ses confrères à l'ordre dans un communiqué concernant l'affaire Karim Wade. Maître Ahmed Ba met en garde les avocats des deux parties. Il affirme que son premier appel à la responsabilité n'a pas été manifestement entendu. Par conséquent, il ne tolère plus les dérapages des avocats dans l'affaire Karim Wade. Le procès a donné lieu à des incidents, entre autres des propos discourtois qui l'obligent à intervenir une seconde et dernière fois pour mettre en garde les uns et les autres. Il fustige par exemple les nombreuses conférences de presse organisées par les deux camps sans son autorisation et estime, je le cite, c'est comme si le procès s'est déroulé simultanément devant la CREI par médias interposés. Des avocats ont tenu des propos au mépris des respects et usages professionnels. Cependant, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Sénégal se réserve le droit de traduire devant le conseil de discipline les auteurs des manquements graves aux règles et usages professionnels et à chacun d'assurer la responsabilité de ses actes, avertis Maître Ahmed Ba. Les avocats de la défense continuent de récuser la CREI. Selon eux, cette juridiction doit déclarer son incompétence à juger Karim Wade. La plaidoirie de William Bourbon a été également attaquée par la défense qui estime que la partie civile a failli à son argumentaire. Pape Faraning à Lundiagne. Des propos qui sont tenus qui engagent ces personnes. Je pense qu'il faut respecter la personne humaine. Il faut respecter la personne humaine. Deuxièmement, quand on dit qu'on est de grands juristes, on doit respecter aussi les principes fondamentaux, n'est-ce pas, votre qualité de grand juriste. C'est quoi respecter la présomption d'innocence de l'individu? Deuxièmement, aussi l'éthique ne permet pas qu'on insulte quelqu'un. Quand vous rencontrez une personne dans la rue, si vous savez que lorsque vous rencontrez une personne dans la rue, vous n'osez pas l'insulter, alors de grâce, ce n'est pas responsable parce qu'on a sa toge qu'on insulte la personne. Et le débat, ce n'était pas d'insulter, c'était de convaincre. Et si on a retenu que l'injure de cet excellent avocat, il est excellent, de ce brillant avocat, c'est parce que de l'autre côté, un, ils n'ont pas d'argument, deux, ils ne sont pas à la hauteur pour démonter les arguments que nous avons posés en droit, et de trois aussi, peut-être qu'ils ont pour mission de nous perturber et de nous mettre hors d'état, n'est-ce pas, disons de perdre notre esprit et de le suivre sur ce qui n'est pas l'essentiel. Parce que l'injure
n'a pas sa place dans le prétoire. Le démarrage tardif de l'hivernage de cette année. Et pour ceux qui guettent l'arrivée de la pluie, les premières gouttes sont prévues deuxième décade du mois d'août. Parole de météorologue. Aïda Ndiong, responsable à la direction météo de l'ANACIM, confirme toutefois que ce retard pluviométrique sera difficile à rattraper avec des conséquences sur l'agriculture et l'élevage. Aïda Ndiong est au micro de Salimata Aoussek. Je vous propose de l'écouter. Le démarrage tardif de l'hivernage de cette année s'explique par la superposition de 3 phénomènes. Donc nous avons d'abord un retard dans l'établissement des configurations qui permettent d'avoir une bonne entrée d'humidité dans la région du Sahel. À cela, il y a également ce que nous appelons le phénomène El Niño, qui est un phénomène d'échelle qui se passe dans le Pacifique, mais qui a des répercussions à l'échelle mondiale. Et El Niño a comme impact la baisse de la pluviométrie dans le Sahel. Les dernières analyses montrent que les configurations qui permettent une bonne entrée de l'humidité et le développement des nuages commencent à se mettre en place. Donc il y a de l'espoir, à partir de la deuxième décade du mois d'août, d'avoir un hivernage bien installé. Mais par contre, le retard qu'on a accusé, nous ne pouvons pas le rattraper. Il y aura des conséquences sur l'agriculture, sur l'élevage, sur les ressources en eau et sur bien d'autres secteurs. Les paysans et les éleveurs, premières victimes donc de ce retard pluviométrique, contraints à payer pour nourrir leurs troupeaux et assistent impuissants à l'hypothèque de leurs semences. Et à cela s'ajoute la hausse des prix du bétail et du kilogramme de viande, comme si tout ça ne suffisait pas. Modi Gay, Modou Diop. Ses côtes bien visibles, cette vache, à l'image des herbivores de son espèce, ne s'alimente plus à sa guise. Et l'hivernage qui peine à s'installer est passé par là. Une situation qui profite bien aux vendeurs de foin. Le foin nous vient de Richard Toll. Et nous vendons le bottelage à 12 000 francs, 8 000 et 5 000 francs. Conséquence, le prix de la tête de bête a considérablement augmenté. Un constat fait par les bouchers qui s'explique selon les éleveurs. La situation devient de plus en plus difficile, raison pour laquelle nous sommes obligés d'augmenter le kilogramme de viande. N'empêche, nous vendons à perte. Il faut comprendre que si nous nourrissons nos bêtes par du foin et autres aliments de bétail, nous sommes obligés d'y tenir compte à la vente. Ce lot de difficultés notées dans ce lieu de dépôt et de vente de bétail, plus connu sous le nom Fora, n'est que la partie visible de l'iceberg, selon un des délégués. La situation est pire à l'intérieur du pays. Elle est alarmante. Je vous dis, les éleveurs sont plus que jamais fatigués. Entendant que le ciel ouvre ses vannes, ces éleveurs vivent ce qu'il convient d'appeler la période des vaches maigres. Et nous parlons de tout à fait autre chose, maintenant de politique, des ministres conseillers qui démissionnent de leur poste, une chose somme toute normale en politique, mais sous le régime du 4e président de la République, un constat, limogeage et démission se font avec beaucoup de bruit. Jacques Diouf, Moubarak Lo et récemment Malick Ndiaye, des démissions qui en disent long sur les relations entre Macky Sall et certains de ses conseillers. Récit Aminata Mbaresso. Malick Ndiaye, ministre conseiller auprès du président de la République limogé de son poste, un limogeage qui remet en question les relations souvent heurtées entre le président de la République Macky Sall et ses conseillers. Le professeur Malick Ndiaye a publié un ouvrage intitulé « Sénégal, où va la République? Les vérités sur la seconde alternance », un brûlot acerbe à l'encontre du régime de Macky Sall, et des observateurs indiquent que cette publication serait à l'origine de sa défenestration. À la présidence, on garde encore le silence sur les véritables motivations de ce limogeage. Avant Malick Ndiaye, il y a eu Jacques Diouf, un autre ministre conseiller qui a fait long feu à la présidence de la République. Avril 2012, l'ancien directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture est nommé ministre conseiller spécial. Mais à moins de 2 ans d'exercice, Jacques Diouf présente sa démission
pour convenance personnelle. Souleymane Jules Diop parle de congé. Autre démission, autre controverse, celle de Moubarak Lo. L'ancien directeur de cabinet adjoint au président de la République jette l'éponge, dit-il, pour mieux se concentrer à ses recherches et autres consultances. Mais dans la presse, la démission de Moubarak Lo est considérée comme la suite logique d'un ensemble de frustrations. Et nous restons avec ce sujet. Des observateurs de la société civile et des universitaires se prononcent et les avis sont partagés, Sarah. Tout à fait, Léa. Pour le professeur Yorofal, des guéguerres de positionnement à la présidence prévalent et il propose un débat avec comme thème intellectuel et État. Waljojo Ndiaye, son confrère de la société civile, estime lui que Malick Ndiaye a tout simplement mérité son limogeage. Fatima Taba. 2 démissions et un limogeage, la liste des anciens conseillers du président Macky Sall s'allonge, une situation diversement appréciée. Moi, je serai président de la République, je demanderai également à Malick Ndiaye je vais le démettre. Les critiques qu'il a eu à formuler, s'il le constate à l'intérieur du système, je pense qu'il devait faire comme Moubarak Lo, être conséquent. Connaissant Moubarak Lo comme Malick Ndiaye, je pense que ce sont des personnalités qui sont indociles, parce que ce sont des intellectuels, et qu'ils ont été formés pour dire ce qu'ils pensent ou ce qu'ils estiment devoir dire. Ils ne donnent pas leur position, on ne les écoute pas, il y a trop de conseillers, on ne sait même plus. Ministre conseiller, c'est dans les ambassades. Pour expliquer les raisons de ces divorces, certains évoquent la guerre de positionnement à la présidence. Le président a autour de lui toute une armada de personnes, chacun se positionne, chacun essaie de bloquer l'autre. Au finish, ils finissent par ne rien faire. Il y a un problème réel dans les nominations. Il y a un problème réel dans l'accessibilité du président de la République. Pour le professeur Yorofal, il s'agit d'une question d'intellectuel et État, un débat qui mérite d'être posé. Des valeurs qui sont extrêmement importantes et qui sont profondément en crise. Les valeurs républicaines qui peuvent être en contradiction avec l'éthique personnelle et les valeurs éthiques qui peuvent sembler être bafouées dans l'exercice du pouvoir. Pour rappel, le limogeage de Malick Ndiaye fait suite à la publication de son ouvrage intitulé « Où va la République ?» Et ces démissions en cascade, qu'en pensent les Sénégalais? Eh bien, pour certains citoyens interrogés par nos reporters, il est temps pour le chef de l'État de laisser ses collaborateurs travailler et qu'ils choisissent à l'avenir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Propos recueillis par Maïmouna Ndiaye et Alioune Diagne. Si tu exerces, si tu es dans le pouvoir, tu ne devais pas dire certains secrets. C'est pour moi, Malick Ndiaye c'est pas non, mais aussi Macky ne devait pas lui limoger. Il y a eu manque de confiance. Macky Sall, ils veulent que ses conseillers travaillent, mais ils veulent aussi être derrière ses conseillers. Tout ce qu'ils veulent, leur conseil le fait. On peut dire que aussi, comme ils sont des gens de principe, c'est fort probable qu'il y ait des choses qu'ils voulaient leur imposer. Et ces dernières-là aussi n'ont pas voulu. Pour Macky, tout ce qu'il fait, ce sont des choses politiques. Il doit changer sa manière de faire, franchement. Malick Ndiaye de man li ma xam ci moom mooy defe naa Abdou Diouf nekkoon na fekk moom Abdoulaye Wade nekkoon na fekk moom donc Macky Sall ñëw mu. Malick Ndiaye a été avec Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et aujourd'hui Macky. Ça aussi c'est à étudier. Pour Moubarak Lo c'est différent, mais à l'avenir Macky doit apprendre à choisir ses conseillers. C'est important. war na ko permettre balaa mu jël ay conseils mu xam ñi muy jël ñan lañu. Le livre polémique du colonel Abdoulaye Aziz Ndao continue de faire parler de lui. Cette fois-ci, c'est le chef de l'État qui monte au créneau pour exiger que le règlement militaire soit appliqué au colonel Ndao. Une décision qui n'a pas surpris les droits de l'hommiste. Pour ces derniers, le chef de l'État n'a fait que réitérer les propos de son ministre des Forces armées, Fatou Bintou Conté, Alioune Diagne. La sortie du chef de l'État sur le livre du colonel Abdoulaye Aziz Ndao n'a rien de nouveau sous le soleil. Selon les droits de l'hommiste, le président Macky Sall n'a fait que reprendre son ministre des Forces armées. Au fait qu'il y aura une sanction sur le plan militaire, ça je pense que tout le monde en convient, au premier rang desquels d'ailleurs le colonel lui-même qui dit être conscient de violer
une obligation de réserve. Donc si le président le déclare, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On n'a pas besoin d'aller jusqu'aux États-Unis pour redire ce que déjà son ministre des Forces armées a déjà dit. Qu'il fallait respecter le code de justice militaire et tout. Je pense que ça a été déjà réitéré. Ce n'est pas un élément nouveau. D'ailleurs, pour Birahim Seck du Forum civil, le chef de l'État a déjà sanctionné le colonel Ndao. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, le président de la République a décidé, comme à l'instar de son ministre des Forces armées, de sanctionner également quelqu'un qui n'a fait que faire des révélations. Je pense qu'on pouvait simplement l'écouter et tout avant de prendre une décision. Pour Maître Hassan Diomandiaye, l'espoir est permis depuis la sortie de Macky Sall quant à une justice équitable. C'est normal que vous soyez sanctionné, mais nous gardons espoir que cette affaire aura un traitement adéquat dès lors que le président dit que les autres aspects sont à l'étude. Donc nous osons espérer que par rapport aux déclarations qu'il a faites, notamment par rapport à la révélation des crimes et des révélations de corruption et même évidemment de détournement de deniers publics, qu'une enquête impartiale et indépendante sera ouverte et que les Sénégalais puissent être édifiés sur les révélations que contient ce livre. Les droits de l'homme s'offusquent que le chef de l'État aille jusqu'aux États-Unis pour s'exprimer sur ce livre qui éclabousse le Sénégal. Et je vous le disais en début de journal, troisième jour du procès de Karim Wade, les débats portent toujours sur l'exception d'incompétence de la CREI. C'était aujourd'hui au tour des avocats de la partie civile de plaider. Ils persistent et signent. La CREI est bel et bien compétente selon eux. Un compte-rendu d'audience signé Chérif Dia. Que de procédures dans ce procès de Karim Wade et ses co-prévenus, respectivement poursuivis pour enrichissement illicite et complicité d'enrichissement illicite. Au troisième jour, on en est toujours à l'exception de compétences de la CREI soulevée par les avocats de la défense qui veulent que leurs clients soient poursuivis par la Haute Cour de justice. Des arguments déjà démontés par le parquet spécial au cours de son réquisitoire ce lundi. Il sera appuyé par les avocats de la partie civile ce mardi. Un des leurs, Maître Moussa Félix Sow, est convaincu que la Cour de répression de l'enrichissement illicite est bel et bien compétente pour juger les prévenus. Argument à l'appui, l'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats convoque la récente décision rendue par le Conseil constitutionnel sur l'exception d'inconstitutionnalité de la loi sur la CREI après une saisine des avocats de Karim Wade. Cette exception d'inconstitutionnalité de la CREI avait été rejetée par le Conseil constitutionnel, estimant que les lois 81-54 et 84-54 du 10 juillet 1981 portant création de la CREI sont conformes à la Constitution. Ainsi, selon Maître Félix Sow, à partir de cette décision du Conseil constitutionnel, l'exception sur la compétence de la CREI doit être rejetée parce que, étant passée déjà à l'autorité de la chose jugée. L'avocat invoque les articles 372 et 373 du Code de procédure pénale pour demander à la Cour de rejeter comme mal fondées toutes les exceptions d'incompétence soulevées par la défense. Ses autres confrères de la défense ont abondé dans le même sens. Un des leurs, Maître William Bourdon, a même accusé Karim Wade d'avoir appauvri les Sénégalais à cause de son enrichissement illicite. Une attaque qui a mis la défense dans tous ses états. Les avocats de Karim Wade ont repris la parole pour la dénoncer avant de persister et de signer sur l'incompétence de la CREI. Une cour dont le président Henri Grégoire Diop a proposé l'audition de Bibo Bourgi avant de l'autoriser à se rendre en France pour ses soins. Une proposition du juge vite rejetée par les avocats de Karim Wade et ceux de l'État. Selon eux, ce procès ne peut pas se dérouler sans la présence de Bibo Bourgi qui en constitue un élément clé, et que son autorisation de sortir du territoire constituerait une violation du droit des autres prévenus. Ils craignent que Bibo Bourgi prenne la fuite une fois autorisé à partir. C'est pourquoi ils ont plutôt proposé au président d'appliquer l'article 403 du Code de procédure pénale qui l'autorise à entendre Bibo Bourgi sur son lit d'hôpital. Suite des débats ce mercredi à 10h. Et Maître William Bourdon, avocat de l'État du Sénégal, se dit fier de défendre les intérêts de l'État sénégalais. Il charge Karim Wade et ses co-accusés et déclare que les mécanismes utilisés par Karim et ses co-prévenus ne lui sont pas inconnus, encore moins des juges. Il reste convaincu que ce procès ira à son terme. Des propos recueillis toujours par Chérif Dia et Alioune Diagne. Quand on défend un État, et ici l'État du Sénégal, qui on défend au fond? Derrière l'État, qui on défend? On défend le citoyen.
on défend le contribuable et qui aujourd'hui demande des comptes à ceux qui précisément, en s'enrichissant, ont appauvri le Sénégal. Les mécanismes qui ont été mis en route par Karim Wade et ses complices, ces mécanismes pour dissimuler, masquer les infractions financières, organiser en quelque sorte son impunité. Ces mécanismes ont été mis à jour par les juges ici, par les enquêteurs. Il y a une trilogie dans la défense des grands kleptocrates présumés. La première branche de cette trilogie, c'est le déni. Je n'ai rien fait. N'avouez jamais, comme une espèce de grande religion planétaire de ce qui serait une formidable association de malfaiteurs à l'échelon de la planète. Deuxième branche de cette trilogie, vous n'êtes pas légitime pour me juger. Tout ça participe d'une opération qui s'appelle quoi? Ça s'appelle une opération de victimisation. C'est-à-dire on essaie de renverser l'ordre de proposition de celui qui doit rendre des comptes, on devient la victime d'un acharnement qui n'existe que dans leur imaginaire. Installation d'un comité ad hoc pour le 15e sommet de la francophonie, un sommet qui a pour thème femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement. L'événement est prévu du 29 au 30 novembre 2014 à Dakar. Le gouvernement compte appuyer cette initiative. Ndaïm Bossessi et Diafaraba. Paix et développement pour appuyer le 15e sommet de la francophonie. Un comité ad hoc mis en place pour la prise en charge. Le rôle de ce comité, justement, c'est organiser la participation des femmes et également introduire les questions sur les femmes dans les thématiques du prochain sommet de la francophonie. Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement. Un thème qui n'est pas fortuit. Les questions d'égalité, les questions de discrimination, les questions de violence, aujourd'hui devraient être questionnées au niveau de l'espace familial d'abord, avant d'être développées dans l'espace public. Les résistances à la participation politique devraient être également réglées, discutées, portées, soutenues, plutôt discutées au niveau de la famille, et la participation politique devait être portée par la famille pour libérer la femme définitivement des contraintes sociologiques, des contraintes culturelles qui aujourd'hui freinent sa marche vers le développement, son intégration, je devrais dire, dans le développement social et économique du Sénégal. Pour les besoins de l'événement, le gouvernement sera au cœur de l'organisation. Pour notre pays, cette question est au cœur de la volonté politique affirmée par son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, d'opérer les ruptures qui permettront d'inscrire le Sénégal sur une nouvelle trajectoire de développement durable. Un Sénégal émergent avec une société solidaire dans un état de droit. Le sommet de la francophonie, prévu du 29 au 30 novembre 2014, verra la participation de 103 délégations. Les femmes et les jeunes, prêts à être au cœur de l'événement. Et puis après-midi de tristesse et de consternation au garage des mécaniciens 6 à la VDN 1, Modou Faye, âgé de 36 ans, a été victime d'une mort subite. L'homme est tombé devant ses collègues alors qu'il venait juste de terminer la prière de 14h. Ressortissant de Touba, marié et père de 3 enfants, son corps a été transporté à la morgue par les sapeurs-pompiers Ibrahim Akan et Alioune Diagne. Les mécaniciens sous le choc n'en reviennent toujours pas. Ils regardent avec désolation allongé juste devant son atelier. Il est sorti de la mosquée, on discutait, il a eu un malaise et il est tombé. Il est revenu de Touba hier pour reprendre son boulot. Ce matin, il est venu pardon à tout le monde. Il a travaillé jusqu'à 14h pour ensuite faire ses ablutions. Après avoir prié, il est tombé. Tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est de nous avoir quittés de cette manière. C'est triste parce qu'il était un camarade. Il est venu travailler à son retour au Touba. Après avoir prié à 14h, il est tombé. Après, on a appelé les sapeurs-pompiers, mais il est décédé avant leur arrivée. C'est dur pour nous. Modou Faye, 36 ans, et des radiateurs de véhicules dans cet atelier. Il a repris le travail ce matin après une absence de quelques jours pour les besoins de la Korité. Un homme exemplaire aux yeux de ses proches. Et c'est lui qui a envoyé à sa famille chaque jour la dépense quotidienne à Touba. Il était quelqu'un de bien, très tolérant, il était pieux et aimait son travail. Modou Faye est parti, laissant derrière lui une épouse et 3 enfants à la ville sainte de Touba. Son corps sera soumis à une autopsie pour
pour déterminer les causes de son décès. Que la terre de Touba lui soit légère. Et nous passons à un autre sujet. Si vous êtes récemment passé sur la voie de dégagement de Grand Yoff, vous avez certainement remarqué la présence de nombreux tabliers sur la route. Ces marchands y ont effectivement établi leur commerce. Difficile donc pour piétons et véhicules de circuler facilement. Mais ce qui inquiète surtout les habitants de Grand Yoff, ce sont les risques d'accidents. Nafissatou Silla et Marzia. Grand Yoff sur la voie de dégagement menant sur la route nationale. Ici, commerçants tabliers, piétons et véhicules se partagent la chaussée. Le débordement du marché en est la cause, un danger permanent pour les populations. Nul n'est à l'abri du danger. Ni les piétons, ni les commerçants. À tout moment, un véhicule peut vous percuter. C'est à nos risques et périls. La circulation, elle est dense. Tu vois des camions, tu vois les Tata, les Dakar Demdik, les Caraputes. Déjà, 90% des Caraputes de Dakar passent par cette bretelle-là. Ils ont occupé la route. Ça veut dire que tu vois des voitures qui contournent ce voie de dégagement-là pour passer dans les ruelles. Et là, il y a un problème de sécurité qui se pose. Pour les conducteurs, cette attitude est à bannir. Cette situation est insupportable et rend la circulation difficile. Les tabliers, eux, qui occupent anarchiquement cette voie, ne s'en plaignent pas. Tout au début, il n'y avait pas cette route, on ne dérangeait personne, il n'y avait aucun problème. Et moi, je n'ai vraiment pas peur. Les accidents de voitures peuvent subvenir à tout moment et n'importe où. Nul n'est à l'abri, même celui qui est chez lui. Pourtant, les habitants de Grand Yoff sont plus que jamais déterminés à remédier à ces situations. Grand Yoff va venir sur un autre label. Il y a un programme. Les gens qui ont occupé la voie sont informés que dans peu de temps, la mairie, avec souplesse, penseront à les déguerpir sans tambour ni trompette. Un grand nombre de véhicules empruntent tous les jours cette voie de dégagement. Les autorités locales sont invitées à apporter une solution idoine. La page des sports que nous ouvrons avec du basket. L'équipe nationale masculine a tenu hier un dernier point de presse à Dakar avant de s'envoler pour Malaga. L'occasion pour le coach Chersar de renouveler la confiance à ses joueurs. Le cas Sayersen a également été évoqué. Compte rendu Abdoulaziz Ken. Si la première phase de préparation des Lions n'a pas été de tout repos, le coach Chersar en a pourtant profité pour bien avancer sur son groupe avec un noyau qui se dégage déjà. On a un noyau dur qui est qu'on appelle constitué par Malay, Mohamed Faye, Viendoy, Mohamed Diop, Alces Badji et Eladj Malik. Je veux dire qu'ils sont depuis que je suis là, ils ont participé à tous les jours quoi. Et ça, c'est important. Le cas Sayersen fait toujours parler dans la tanière. Si le médecin des Lions avoue à demi-mot que le pivot n'a pas encore totalement récupéré, Chersar soutient Mordicus qu'il compte sur son colosse de 2,15 m. Actuellement, aujourd'hui, on ose espérer que Sayer peut récupérer. Il est dans la pratique, mais aussi il est aux soins. Donc il fait des exercices et ce sont ces exercices qui permettent de récupérer. On a dit qu'il boite. Moi, j'ai pas vu Sayer boiter. J'ai toujours vu Sayer courir comme ça. Un entraîneur peut prendre un joueur uniquement pour qu'il prenne des rebonds. Un entraîneur peut prendre un joueur pour qu'il fasse des block shots. On peut prendre uniquement des joueurs pour qu'ils prennent des rebonds ou bien poser des écrans. Malay Ndoye a déjà eu la chance de participer à une Coupe du Monde. Il trouve que cette équipe a un avantage sur les précédentes, celui d'avoir une vie de groupe plus importante. Ce groupe-ci qui va jouer la Coupe du Monde a un vécu plus important, c'est-à-dire ça fait plus de 3 ans que ce groupe vit ensemble et je pense que c'est très important d'avoir une vie de groupe pour pouvoir atteindre les objectifs. À Malaga, pour la deuxième phase de préparation, les Lions ont déjà 6 matchs amicaux au programme. Le Mexique à 2 reprises, la Lettonie, l'Égypte, l'Espagne et le Koweït entre le 10 et le 24 août. Et du basket, nous passons à l'athlétisme. L'instance dirigeante de l'athlétisme sénégalais compte bien renouveler la délocalisation des 55e championnats nationaux de la prochaine édition. Une annonce du président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme à Mbour lors de la cérémonie officielle de clôture. Momar Mbaye dresse un bilan satisfaisant. Nous écoutons justement Momar Mbaye, il est au micro de Cher Tidiane Dione. Cette mobilisation avec l'ensemble des performances montre qu'aujourd'hui nous pouvons dire que vraiment nous avons un résultat assez positif pour ces championnats. Et ce matin même en comité directeur, une idée encore
jaillit pour pourquoi pas l'année prochaine aller à Kolda ou bien à Matam. Nous étudierons ça pour voir les conditions les meilleures pour organiser et décentraliser encore davantage dans les régions. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le 0h avec le bulletin d'information. L'info qui continue sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa, on se retrouve demain. Oui, tout à fait. Merci Sarah. Merci à vous. Agréable fin de soirée sur cette antenne. Au revoir.